Nathan Lamontagne, bonjour. Bonjour Johan. Je te remercie d'intervenir pour notre podcast Project It. Avant qu'on puisse rentrer dans le détail de ce que tu proposes et de ce que tu fais, est-ce que tu pourrais nous te présenter en fait très rapidement? Donc, je m'appelle Nathan Lamontagne, je suis, gérant et fondateur de la société Viadei, qui est donc une agence de développement et de gestion de projets web, pour les TPE, PME, sur Reims, en local pour l'instant et aussi, sur Paris, avec certains partenaires. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais cette activité à peu près? L'activité de Viadei, ça fait 6 mois que l'agence a été créée. Mais du coup, l'activité de travailler dans le développement web, ça fait, donc depuis que j'ai terminé mes études il y a plus d'un an, que je suis dedans et également en parallèle de mes études, voilà, j'étais déjà dedans, via diverses activités. Donc durant en fait ton apprentissage et ton diplôme. C'est ça. Bah, en fait, du coup, heu, j'ai intégré le CESI, donc une école d'ingénieurs, en fait, en France, qui est partout en France, directement après le bac. Et donc j'ai fait en fait le cursus d'ingénieur avec la préparation intégrée, ce qui implique du coup 2 années de préparation intégrée et 3 années de cursus ingénieur. Et en fait, dès la deuxième année, de la préparation intégrée, le CESI ayant une pédagogie active, si on se débrouille pas trop mal, on peut avoir du temps à côté, de l'école, pour se libérer des temps, pour faire un petit peu ce qu'on veut. Alors certains vont en profiter pour, par exemple, jouer aux jeux vidéo. Heu, je dis pas qu'au tout début, c'était pas forcément mon cas ou faire d'autres activités, mais rapidement, en fait, j'ai profité de ce temps pour, me tester, on va dire, mes compétences et puis surtout mettre en application ce que je voyais à l'école, directement sur le marché. Donc je me suis mis en freelance, en fait, dès, ma deuxième année de ce cursus. Heu et j'ai commencé, on va dire, à mon échelle, à faire du porte-à-porte auprès des entreprises pour aller vendre des sites internet. Mais en fait, ça a été cette première expérience, qui m'a un petit peu, voilà, mis un pied dedans et m'a lancé vraiment dans ce que c'était, entreprendre dans l'informatique et proposer du service web. Et donc voilà, donc on va dire que ça fait déjà, au final 5-6 ans que, voilà, que je suis dans le développement web. D'accord. Avant d'intégrer le CESI, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire cette formation pour devenir aujourd'hui ce que tu es? Alors en fait, j'avais de la ch entre guillemets «de la chance», c'est que j'ai fait un baccalauréat scientifique, au lycée et j'avais d'assez bonnes notes pour aller, où je le souhaitais. La seule problématique était que je ne savais pas quoi faire, à cet âge-là, comme pas mal de jeunes, hein, au final. Et donc mes parents avaient entendu parler du CESI, avaient vu une porte ouverte à Reims qui était, voilà, un week-end avant le bac. Ils m'ont proposé d'y aller et en fait, j'ai été plus séduit par la proposition d'éducation du CESI qui est vraiment axée sur, le mode projet, en fait, apprendre à apprendre, c'est vraiment ce qu'ils mettent en avant et qu'on retrouve pas mal, qu'on retrouve dans leur cursus. Et au final, c'est même pas forcément l'informatique en lui-même qui m'a plu, c'est vraiment cette, proposition d'apprentissage où j'étais arrivé à un moment avec le lycée où malgré que j'avais des notes qui étaient, plutôt bonnes, un peu un ras-le-bol de l'apprentissage, linéaire, des cours, un peu magistraux. Et j'avais envie, voilà, vraiment de commencer à rentrer dans le vif de certains sujets et être acteur un petit peu de ce que je faisais. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce discours-là qui m'a plu. Et donc c'est un peu pour moi, c'était, voilà, c'était le sens que ça devait prendre. Je devais aller là-bas, je le sentais bien et au final, j'ai fait aucune autre, porte ouverte. C'est vraiment la première école que j'ai fait, j'y suis allé. Mes parents, ils m'ont suivi, pour l'inscription et du coup, c'est parti comme ça, quoi. D'accord. Ouais, mais je confirme, hein, on en parlait un petit peu tout à l'heure en off, mais j'ai moi-même fait le Mmh. saisie et tout ce que tu dis, je retrouve exactement ça. En fait, cette pédagogie qui est entre guillemets un peu particulière, mais qui s'adapte un petit peu à tout. Le fait de devoir faire des projets fictifs en groupe ou la construction des modules, c'était exactement ce que j'ai retrouvé de mon côté. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as pu apprendre, toi, dans ton domaine? Quel diplôme tu as préparé de manière spécifique et qu'est-ce que tu as appris comme outil ou comme méthode en lien avec tout ce qui est gestion de projet? Alors
Au niveau du saisie, donc bon, la préparation est plutôt généraliste. Alors ils ont changé, hein, il me semble leur manière de faire les choses, mais quand j'y étais, ça restait quand même lié à l'informatique. C'était généraliste par rapport à l'informatique, mais on restait très très focus sur l'informatique. Aujourd'hui, ils intègrent vraiment, toutes les, matières d'ingénierie qui peuvent pour pouvoir se réorienter par la suite, dans le cursus ingénieur. Donc moi, c'était très orienté informatique, donc logiquement, j'ai fait ensuite, un diplôme d'ingénierie informatique. Et je me suis orienté rapidement donc sur, la 4e année, il me semble qu'ils nous demandent de nous orienter soit vers le réseau, soit vers le développement. Donc moi, je me suis orienté vers le développement qui était plutôt, la facette d'informatique qui me parlait plus parce que ça intégrait justement, selon moi, en tout cas, plus de polyvalence dans les activités qu'on faisait, liées au développement parce que, bah, le développement, ça intègre de la gestion de projet, le code, le design, enfin ça intègre beaucoup de choses différentes. Donc voilà, donc je suis plutôt parti dans cette direction qui me parlait plus et en dernière année justement, on a eu un gros focus, une spécialité justement sur la gestion de projet où on a eu des sortes de séminaires, durant lesquels un tuteur du CESI qui s'appelle Ghislain, qui a une très grande expérience, en gestion de projet, qui a travaillé dans des entreprises et qui a eu en parallèle des dizaines de projets à gérer, nous a vraiment fait, tout un séminaire sur, les bonnes pratiques en gestion de projet, comment gérer les ressources, comment gérer les humeurs, gérer les deadlines et il nous a surtout mis en condition sur beaucoup de cas pratiques, en nous demandant voilà, c'était certes de manière fictive entre nous, mais en nous demandant de nous mettre dans la peau d'une situation, une situation de crise, une situation, peut-être s'il y avait 2 personnes, 2 collaborateurs où c'est tendu entre eux et qui doivent réussir à travailler ensemble et hem et ça rejoint en fait toute la pédagogie du saisie en fait. On nous a vraiment mis en situation et c'est ce qui nous a permis, en fait, de se rendre compte de comment au quotidien, après, une fois sortis de l'école ou durant, parce que du coup, la dernière année, je l'ai fait en alternance et j'étais en gestion de projet aussi en alternance, pouvoir remettre, dans notre activité professionnelle, bah, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on aurait vu à l'école. Et justement, tout ce que tu as pu apprendre durant ces séminaires ou ces projets, toi, comme tu disais au début, en fait, tu avais une activité qui s'est lancée en parallèle. Est-ce que tu as pu appliquer directement ce que tu as appris sur le terrain au travers des projets que tu as menés? Oui, parce qu'au début, comme j'avais aucun au tout début de quand je me suis lancé, sur mon activité en parallèle, donc là, je parle en freelance, j'avais aucun bagage, de gestion de projet, donc c'était un petit peu, chaque projet était un petit peu fait, dans une enfin voilà, un peu indépendamment, on faisait un peu tout était un peu sur le feu, c'était un peu tout le temps le feu, en fait, parce qu'on prenait les besoins, on disait: «Oui, on vous fait ça dans une semaine», en fait, c'était rendu dans un mois parce qu'on savait pas du tout estimer, on savait pas du tout gérer nos temps. Et petit à petit, avec le saisie qui nous a donné des ressources, notamment, de savoir, rédiger un plan de management de projet, savoir rédiger des cahiers des charges, savoir, comment gérer les communications entre les différentes parties prenantes. Et bien, petit à petit, j'ai intégré ça à mon échelle, puisqu'on n'était quand même pas sur des énormes projets qui nécessitaient de faire des grands livrables et des grandes communications, mais à mon échelle, savoir réadapter, ces points dans l'activité et dans le contact avec le client et bah, petit à petit, en fait, ça a permis de mieux rendre les projets, de rendre les clients d'ailleurs plus satisfaits puisqu'ils étaient plus au fait de comment ça avançait, qu'est-ce qui se passait, quelles étaient les contraintes et surtout, bah, de pouvoir répondre à des projets de plus en plus importants, puisque, bah, les clients justement se rendaient compte que j'étais en mesure de savoir étudier leurs besoins, étudier leurs projets et bah, petit à petit aussi savoir intégrer des ressources externes techniques s'il le faut dans le projet. Et donc ça a été bah, voilà, ça a vraiment été un parallèle en fait entre, l'activité sur le terrain et celle, de ce que j'apprenais en théorique au CESI. Le parallèle s'est vraiment fait, quoi. D'accord. Tu pourrais nous expliquer un petit peu les différents projets que tu pu gérer avec tes clients, si tu as le droit d'en parler, évidemment. Oui, alors, avec mes clients, on a l'exemple d'une boutique à Reims, qui s'appelait puisqu'elle a fermé entre-temps, mais qui s'appelait Maison et Tartines, qui était en fait, une boutique. Le concept était un peu spécial, mais ça faisait toute leur originalité. C'était un salon de thé où on pouvait venir, se restaurer et venir prendre un café et on était dans un salon de thé au milieu d'une boutique avec beaucoup d'éléments, à vendre, en fait, des décorations, des meubles, des choses comme ça. Donc c'était leur concept et ils avaient, en parallèle dans leur stock 1000 produits,
à gérer sans aucune vraie gestion des stocks, en fait, et ils voulaient commencer à se mettre sur la vente en ligne. Donc en fait, on avait une réelle problématique de, savoir récupérer, les produits, savoir suivre le stock et pouvoir le délivrer en ligne et avoir le process d'achat qui va bien avec. Je sais pas si Si, c'est si. clair, le contexte? Et donc on a dû vraiment étudier quels étaient leurs outils actuels, même s'ils étaient plutôt rudimentaires, comment ils travaillent actuellement, parce qu'on peut pas se permettre de leur dire: On arrête tout ce que vous faites, vous de dès le lendemain, vous travaillez de cette manière». Parce que, bah, ils avaient, une équipe, ils avaient des process, ils avaient des comment dire? Des fournisseurs, des liaisons avec les fournisseurs. Donc on a pris leur existant, on a vraiment, étudié sur quoi, entre guillemets, on pouvait toucher, sur quoi on ne pouvait pas parce que ça aurait mis un peu trop la pagaille, ça aurait été trop d'un coup chez eux. Et donc à partir de là, j'ai passé, bah, voilà, 1 ou 2 demi-journées à être avec eux, à regarder comment ils travaillent, à prendre, voilà, les notes qu'il faut pour comprendre. Et donc, à partir de ça, pouvoir avec une équipe technique, donc avec des personnes avec qui, je travaillais à l'époque sur ce projet, définir comment on pouvait répondre aux besoins. Et donc à partir de là, on a découlé une plateforme, de gestion des produits, pour adapter à leurs besoins, donc sur mesure, pour qu'ils puissent rapidement gérer les stocks et faire les a entre guillemets «les allers-retours» entre leur système actuel et la version en ligne. Et tout ça, voilà, avec un beau fond de vitrine, avec, le système de paiement qui va bien derrière, utilisé par Stripe. Et donc savoir aussi mettre en relation, voilà, les différentes personnes qui travaillent sur le projet, que ce soit pour le design de la partie vitrine, l'implémentation du site avec la connexion au module Stripe et la liaison avec le back office, d'administration. D'accord. Ça a pris combien de temps pour faire tout ce bah, faire la livraison complète du produit? Bah, alors, en plus, il y avait une notion d'urgence puisque c'est tombé pendant le covid, au moment où le covid est arrivé. Donc ils avaient, cette en fait, c'est un sujet, c'est souvent comme ça, c'est un sujet de fond, on en parle, parce j'échangeais déjà pas mal avec eux, on avait déjà lancé des petits projets. Il y avait une notion, on en parlait tout le temps et puis, bah, dès qu'il y a eu l'urgence, c'est devenu, bah, faut le faire maintenant. Et donc je dirais qu'en 1 mois et demi, on a réussi à sortir une V1, une bonne V1 complète. En 1 mois et demi, sachant qu'on avait sorti, voilà, une V0, on va dire, quelque chose rapidement en 3-4 semaines, mais qui était vraiment juste là pour continuer, leur activité. Et du coup, une fois qu'ils ont réouvert suite au covid, ils ont continué à utiliser la solution, qui, elle, leur a permis, du coup, de développer leur chiffre d'affaires. D'accord. En termes de résultats, qu'est-ce que ça leur a apporté? Alors oui, il y a le chiffre d'affaires, mais par exemple, dans les process de la gestion du stock, par exemple, ils ont pu gagner en temps, en augmentant leur prise de commande, en ayant plus de clients, ce genre de choses-là? En fait, il y avait beaucoup de clients qui étaient, comme leur boutique était il y avait énormément de choses dans la boutique, on s'y retrouvait pas forcément et on voyait pas tous les produits. Et il y avait du coup, ils se sont rendus compte que des clients qui venaient, des fois régulièrement, rachetaient sur le site parce qu'ils étaient pas forcément tombés sur le produit au moment où ils y étaient, ils l'ont pas vu. Donc ça leur a, je pense, fait des upsells de pouvoir vendre, des choses qu'ils auraient pas vendues s'ils avaient que la boutique en point de vente. Et surtout des personnes qui entendaient parler de la boutique, mais qui n'avaient jamais franchi ce pas d'y aller. Et du coup, commencer, bah, du coup, par le site internet, pour faire voilà, un premier achat. Et après, des fois, ça devenait des clients réguliers. Mais c'est ce qui a été le déclencheur de: je commence déjà à regarder ce qu'ils font en ligne, leur catalogue. En termes de gestion des stocks, alors, je dois avouer qu'ils avaient gardé encore une partie de leur process, à l'ancienne, parce que ça leur allait bien et qu'ils voulaient pas tout bouleverser. Mais, disons qu'on a fait surtout en sorte que leur process un petit peu, artisanal qu'ils avaient de gestion de stock, ne soit pas trop compliqué à répliquer sur le site. Ouais, je vois. Et en fait, du coup, on avait mis des systèmes de modules d'import, pour que ce soit plus simple et adapté vraiment à leur forme de données. Et donc c'est surtout ça qui leur a fait gagner du temps, c'est qu'ils ont pas eu à tout refaire manuellement à chaque fois les différents échanges entre le site et leur, système de stock. Ouais, je vois. Donc en fait, il y avait une portée qui était quand même plus large, hein, que la simple gestion des stocks, puisque je présume que vous avez fait en sorte que le site soit optimisé pour le référencement ou même, hein, en termes du UX, UI design, hein, pour que le parcours utilisateur dans le site soit fluide et que ça permette de faciliter à la fois ben,
la manipulation ou le parcours en lui-même du site et la vente à la fin. C'est ça, bah, ils en plus qu'ils avaient énormément de produits donc l'enjeu ça a été de faire des filtres, pas mal de filtres, différents pour pouvoir, rechercher un produit en particulier. Parce que par exemple certains venaient, pour les fêtes de fin d'année, donc on avait fait une catégorie fêtes de fin d'année. Certains venaient pour, d un fournisseur en particulier, comme ils avaient des fournisseurs un petit peu connus mais qu'on retrouvait pas partout. Il y en a, ils venaient juste pour ça et donc voilà, pouvoir jongler entre les fils plus un système de recherche full text pour pouvoir chercher sur différents champs différents, dans le projet. Donc oui, il y a eu ces sujets-là et puis la partie référencement bien évidemment, pour travailler les mots-clés et pour, faire en sorte qu'au niveau local, la boutique, ressorte bien. D'accord. Donc ça, c'était l'un Dis des donc c'est projets. Oui, vas-y, vas-y. oui, dis donc en fait, c'est un des premiers projets, parce que c'est un projet qui voilà, que je faisais encore pendant mes études, donc en termes d'expérience, on n'était pas encore au top, top. Mais c'est un des premiers projets où j'ai appliqué des notions de gestion de projet que j'avais retrouvées dans mes études, où vraiment on l'a appliqué de A à Z pour faire ça bien et faire en sorte que le livrable final, puisse être pérenne et comme le client en a besoin, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu as pu, appliquer, justement comme outil? Alors comme outil, alors comme on avait une équipe, enfin, je trouve que c'est important de savoir s'adapter aux personnes, avec qui on travaille et on avait une équipe essentiellement technique sur le projet. C'est-à-dire que des développeurs avec qui je travaillais, qui étaient d'ailleurs des personnes de mon école. On a utilisé GitLab, en fait, qui est un outil de gestion de code source et qui a intégré, en fait, un outil de gestion de projet. Alors c'est pas ça va pas équivaut enfin, c'est pas équivalent à un Jira, à un Monday ou des choses comme ça. Mais ce qui était intéressant, c'était je me suis dit: «En fait, il faut que ce soit intégré au plus dans les process des profils avec qui je travaille, pour éviter justement que le suivi de projet ne soit pas fait». Et donc je me suis intégré, dans le GitLab, dans le code source. Alors ayant moi-même des compétences de développement, j'étais pas perdu. Mais je me suis surtout, intéressé à comment fonctionnait le système de boards de GitLab et en fait, on retrouve un système de tickets un peu comme sur la plupart des outils, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les relier à des actions techniques comme, le fait de mettre en production, le fait de mettre en pré-production. On peut relier des tickets à ce genre de choses et avoir un suivi, un peu plus technique et complet, que sur, d'autres outils. Même si sur les autres outils, on peut le faire via des connexions API ou des choses comme ça. Mais donc voilà, on a utilisé essentiellement GitLab, pour la gestion de projet, donc avec moi qui rédigeais les spécifications à partir des besoins des clients, et du coup les 2 développeurs avec qui je travaillais, qui étaient des camarades de promotion, qui prenaient les tickets, qui leur allaient en fonction de leurs compétences et de leur temps et qui du coup s'en occupaient et qui pouvaient me positionner en tant que testeur en review, pour assurer que c'était comme il fallait. Ouais, sachant que c'est important ce que tu dis parce que là, c'était côté technique. En soi, l'outil que vous avez sélectionné, c'était pour vous. Le client, lui, il s'en fiche de ça. Mmh, Normalement, il est censé vous faire confiance sur la bonne gestion de vos tâches et de votre activité. Et c'est à vous de sélectionner les outils pour pouvoir vous organiser. Donc là, ça vous a permis en fait, toi, ça t'a permis de sélectionner un des outils qui convenait, entre guillemets, à tout le monde. c'est ça. Alors que si ça avait été peut-être un outil imposé par le client et qui n'était pas du tout adapté à votre façon de fonctionner, ça aurait peut-être pas pu marcher. Alors ça va qu'on avait un client qui n'avait pas non plus Mmh, une grande culture du monde du développement et du numérique, donc il nous a laissé gérer, voilà, vraiment c'était, totalement délégué. On était prestataire, on devait délivrer un produit fini et c'est moi qui prenais en charge les échanges, de reporter s'il y avait des problèmes, d'échanger avec eux, de les appeler, en SMS, voilà. On était plutôt dans un échange assez brut avec eux. Il y avait vu que c'était un client local et enfin c'était pas une énorme entreprise. Maintenant, demain, enfin aujourd'hui chez Viadei, on peut être amené à travailler avec des partenaires, soit avec d'autres agences, soit avec des entreprises qui ont un service informatique et des équipes techniques et oui, effectivement, on peut pas toujours choisir les outils et c'est là où en tant que chef de projet, on doit avoir une culture assez large sur les différents outils, les différents process pour pouvoir soit s'intégrer dans des process existants ou imposés, soit pouvoir proposer des alternatives ou des compléments pour que ça aille bien avec toutes les équipes et avec tout le monde. Sachant que même avec les personnes avec qui tu vas travailler, c'est pas forcément le chef de projet qui décide.
il va se retrouver avec des En plus. techniciens ou d'autres experts qui connaît peut-être même pas en fait, hein, que c'est la première fois avec qui il va travailler, qui se voit attribuer et il va falloir discuter pour essayer de s'organiser tout en acceptant les contraintes du client. C'est ça et c'est là où je trouve que c'est important, enfin ça va être un peu le maître mot de ce que je voulais dire aujourd'hui quand j'ai travaillé un peu le sujet. C'était, savoir être, à l'écoute et flexible, au maximum et ne pas chercher vouloir un peu à retranscrire, par exemple, une situation, une gestion qui a bien marché dans un autre projet dans les autres. Parce que chaque projet a des enjeux différents, a des contraintes différentes. Ça peut sonner un petit peu bateau de dire ça, mais je trouve que c'est important de le rappeler, et plutôt se positionner en tant que personne qui écoute, qui prend les connaissances de tout le monde et savoir après, plutôt la retranscrire en termes d'organisation, pour que faire en sorte que toutes les parties prenantes se sentent bien dans le projet. En fait, pour moi, c'est au chef de projet de, entre guillemets, «prendre sur lui» pour que toutes les parties prenantes se sentent bien dans leur travail et dans leur communication et que ce soit bien organisé. Oui, C'est comme ça qu'on travaille, en tout cas, au quotidien. oui, je suis totalement d'accord, hein. On a la mauvaise habitude en fait d'oublier que la gestion de projet, c'est la mise à disposition de tout ce qu'il faut pour permettre la réalisation du produit. Et l'organisation en fait de toutes les étapes. Donc oui, si on a besoin de mettre en place un outil spécifique qui va répondre à la fois aux contraintes du client, mais qui nous permettra de nous organiser, ça c'est la gestion de projet. Et ça s'invente pas, ça s'improvise pas. Donc il faut en fait toujours s'adapter quand on met ça en place. Et ça dépend toujours du besoin et du contexte du client. C'est ça, c'est bien résumé. Ouais, mais on le retrouve beaucoup hein, dans ton parcours où l'expérience, en fait, dès le début, tu as pu, toi, te rendre compte qu'on ne pouvait pas appliquer de formule magique ou le même outil partout. Et ça s'est retranscrit un petit peu aussi dans les autres projets que tu as pu mener avant de créer ton entreprise Viadi? En fait, j'ai pour refaire un peu la suite de mon cursus en parallèle de discuter des sujets de gestion de projet, j'ai eu l'occasion de travailler, que ce soit en stage. Alors j'ai eu l'occasion de faire un stage et une alternance en gestion de projet durant mes études, ce qui n'était pas forcément gagné, parce que, bah, les entreprises sont pas forcément, totalement ouvertes à intégrer des personnes en gestion de projet, notamment moi qui voulais rester en local à Reims, on n'a pas des très grandes entreprises, donc qui ont pas forcément des besoins de 50 personnes en gestion de projet. Donc je me suis orienté vers plutôt des entreprises profil start-up qui étaient plus, flexibles et plus open et donc j'ai eu l'occasion de faire, un stage et donc une alternance en gestion de projet où j'ai pu voir des choses différentes, être beaucoup, dans bah, dans l'écoute, beaucoup dans le fait de regarder qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas et après, une fois que j'ai terminé mes études, je me suis mis à donc il y a un an, en septembre dernier, il y a plus d'1 an, je me suis mis à temps plein en freelance et au début, j'étais pas forcément à l'aise avec le fait de me vendre en tant que chef de projet, donc je me suis plutôt orienté sur le développement web, mais ça m'a permis du coup d'avoir des missions dans des soit dans d'autres agences, soit dans des entreprises, et voir comment elles travaillaient et je me suis vraiment, nourri de tout ça pendant plusieurs mois et petit à petit, en fait, on m'a proposé des missions de gestion de projet, alors que de base, j'arrivais en tant que développeur web, mais ils ont vu que ça j'arrivais bien à m'en sortir, bien à communiquer et que ça marchait bien. Donc on m'a proposé petit à petit des méthodes de gestion de projet et donc ça m'a permis de toucher à beaucoup d'outils. En termes de gestion de projet, j'ai pu travailler, bah, sur GitLab comme je te l'avais dit, sur Monday, sur Jira. Pareil pour les outils de communication, il y en a qui travaillent sur Slack, il y en a qui travaillent sur Discord, il y en a qui travaillent sur Microsoft Teams, et donc ça m'a permis, voilà, d'avoir un horizon 360 de quels sont les différents outils et méthodes et de pouvoir aujourd'hui les retranscrire dans ViaDI pour soit les adapter, soit prendre ce que j'estime le meilleur pour les projets qu'on gère à 100 chez nous. D'accord. Petit hors-sujet entre guillemets. Tu n'as pas voulu partir en fait dans le monde du salariat, tu as voulu de suite créer ta propre structure en tant que freelance? Oui, bah, j'avais déjà fait cette étape-là durant mes études, donc déjà ça enlève un frein qu'on peut avoir de se dire quand quelqu'un a été salarié, qui veut tenter quelque chose de différent et se lancer dans le freelancing ou l'entrepreneuriat, il y a quand même une barrière morale qui se dit: «Bon, il faut que je crée mon entreprise, il faut que je me lance dans ces démarches administratives». Moi, je l'avais déjà fait, donc c'était déjà un premier voilà, un premier point, positif et j'ai toujours eu envie de porter mes idées un petit peu,
comme je le sens pour le bien, des projets ou de mes envies et donc oui, dès que j'ai eu l'occasion de terminer mes études, je me suis lancé en freelance. Alors je m'étais laissé 3 mois pour, trouver un rythme de mission, qui m'allait bien, qui me permettait de vivre, confortablement et ne pas être stressé de dire: «Oh l'année pro le mois prochain j'ai rien, ça va être compliqué» et rapidement en fait, ça a plutôt ça s'est plutôt bien goupillé. J'ai eu 2-3 missions, dès la sortie d'études et justement c'était des pour certains, des clients que j'avais eus pendant mes études qui m'ont fait confiance et qui m'ont dit: «Bon bah, tu as terminé tes études, maintenant on peut te proposer des plus grosses missions». Et donc voilà, j'ai jamais été salarié sauf durant les stages, que j'ai fait pendant mes études. D'accord. Je pense que c'est un sujet intéressant parce que c'est de la gestion de projet aussi, hein, de C'est devoir vrai. mettre ça en place. Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la construction de cette partie freelance pour toi, pour donner une indication à ceux qui nous écoutent, hein, ce que ça implique de devoir lancer sa propre structure et que en fait ça comporte beaucoup d'éléments qu'on n'imagine pas en fait dès le départ. Et comme je disais, c'est la gestion de projet, ça aussi, hein. C'est tout ce qui va C'est graviter ça. autour du fonctionnement de ton entreprise. Ça, c'est ton produit en tant que tel. Mais Mmh. derrière, il y a plein d'éléments, hein, qui gravitent et qu'il va falloir, entre guillemets, gérer, manipuler, coordonner pour faire en sorte que l'entreprise tourne bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, tout ce que, ben, en fait, tout ce que tu as pu mettre en place et Mmh. tout ce que ça implique? Parce que sachant que moi, je le sais aussi un petit peu, hein. En fait, on a déjà bon, on va partir du freelance qui est un petit peu comme moi, qui vend une expertise. Donc moi, par exemple, ça a été le développement web. Donc déjà, il y a, la partie expertise donne une obligation d'être à jour sur son sujet et d'être en mesure de parler de son sujet, de savoir ce qui se passe, d'avoir une bonne expertise parce que les personnes, contrairement aux salariés, on peut permettre l'erreur et se re voilà, faire en sorte que ça aille mieux. Là, on est une entreprise, on vend des prestations et les personnes s'attendent à ce que ce soit très bien. Donc déjà, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça, faut le savoir. On peut toujours se tromper, se rattraper, mais voilà, il va falloir être à l'aise avec ça, avec le fait de devoir, faire en sorte que le client soit content. C'est voilà, c'est la finalité de notre travail. Ensuite, en termes de gestion au quotidien, il y a en fait toutes les tâches qui environnent la production technique pour nos clients. On va avoir déjà dans un premier temps la recherche de missions ou de clients. Donc savoir construire un argumentaire ou une offre. Alors pour le service, des fois c'est un peu compliqué de créer des offres, donc je parle plutôt d'argumentaire, savoir expliquer comment on va pouvoir répondre aux besoins, savoir expliquer de quelle manière on va répondre aux besoins. Donc faut se trav il y a un travail à faire de sen voilà, de sentir à l'aise, étudier les besoins du client et savoir rechercher du coup, des clients ou des missions. Alors ça peut passer soit vers des canaux classiques, donc de la prospection, le réseau ou bien par des plateformes en ligne, par exemple comme Malte, Fiverr ou en passant par les réseaux sociaux si on se sent à l'aise et qu'on a le temps de faire de la communication et des contenus. Donc il y a cette partie de recherche de clients qui peut d'ailleurs être, un peu stressante puisque on peut avoir des missions sur 2 mois et on sait que dans 2 mois, potentiellement, on n'a pas de mission et donc on est amené à pas avoir de salaire par la suite, enfin ne pas rentrer d'argent et en fait, on a toujours cette petite chose derrière nous, du moins au début. Je pense qu'au bout d'un moment, enfin moi je le vois aujourd'hui avec mon agence, au bout d'un moment, on se sent à l'aise, on sait que voilà, par exemple, pendant un mois, pendant un an, on va avoir des missions, donc on voit les choses un peu plus tranquillement mais au début, faut être à l'aise aussi avec le fait de se dire que potentiellement, à un moment, il y aura rien. Et quand il y a rien, ne pas paniquer, ne pas se dire: «OK, il faut que je retourne dans le salariat, j'ai plus rien, qu'est-ce que je fais?» Oui, c'est ça. Et ça demande un petit peu de préparation aussi, hein. Parce Mmh, que je te disais tout à l'heure, c'est de la gestion de projet aussi. Ça, c'est de la gestion de risque. Qu'est-ce que je fais si jamais j'ai pas de mission? Qu'est-ce que je peux mettre c'est en ça. place pour essayer de survivre 2, 3 mois? Ça va impliquer d'avoir des provisions ou d'avoir des revenus peut-être à côté d'une activité salariée, hein. Il y en a certains qui font du mi-temps avant de se lancer. Mais tout ça, ça se réfléchit. Et ça reste de la gestion de projet aussi, hein. C'est ça et puis après savoir aussi gérer tous les environnants, on va dire un peu plus administratifs, savoir, prendre du temps pour gérer ses factures, gérer, ses déclarations, que ce soit pour, l'URSSAF, que ce soit pour la TVA. Hem, Faut savoir aménager son temps dans la semaine, sans non plus partir dans parce qu'en fait, quelque chose qui peut arriver quand on est en freelance, c'est de se dire: «Je gère mon temps, je travaille pour moi, mais du coup, je travaille énormément» et ça aussi, savoir se gérer et se ménager,
c'est important et pour ça, je pense que au plus vite on se crée des plannings de travail, des avec des outils, hem, pour commencer, pour moi, le plus simple, c'est suffit de se faire une to do list et de s'appliquer cette to do list tout de suite dans la semaine. Dès qu'il y a un élément de plus de 30 minutes qui arrive, se dire: «Bon voilà, je prends, mon vendredi, je prends, mon jeudi, je le ferai là» et rien que commencer par là, ça lance déjà quelque chose. C'est de la gestion de projet, hein, au final à son échelle, hein, même si on est tout seul. Ça lance déjà une cohérence et surtout ça permet d'être cadré et de s'assurer qu'on répond bien, à toutes les tâches qu'on a à faire, pour notre activité. Oui, mais c'est exactement ça. Ça, on le retrouve à plusieurs niveaux, ouais. Comme tu disais, nous, à notre propre niveau, c'est des choses qu'on gère toute seule, ou à deux, ou à trois maximum. Mais c'est partout pareil, hein. Les petites entreprises, les moyennes, les grosses, elles ont tous, hein, cette organisation qui permet en fait de livrer, hein, ce qui doit être livré à leurs clients ou en interne pour continuer leur activité. Donc la gestion de projet, c'est partout. Et C'est ça, ça changera pas, hein. Donc oui, le produit, comme je disais tout à l'heure, en soi, c'est notre entreprise, c'est l'expertise qu'on délivre, c'est tout ce qu'on apporte à nos clients, c'est nous en fait. Nous sommes le produit de notre entreprise et derrière, on met tout en place pour pouvoir livrer nos prestations à nos clients. Et si on ne se prépare pas un minimum, ben, comme je disais tout à l'heure, au bout de 6 mois, au bout d'un an, on se retrouve sans rien et il faut fermer l'entreprise pour repartir en tant que salarié. c'est ça et puis à contrario, les personnes qui rapidement arrivent à s'organiser vont prospérer et en fait, ça va lancer une spirale positive, de se dire: «Bah, voilà, comme je suis organisé, je sais ce que je vais faire cette semaine, je vais pouvoir, charger mon esprit avec, plutôt du développement de l'entreprise et pas avec des tâches qui n'apportent pas une valeur, ajoutée, sur le court ou le moyen terme». Totalement, ouais. Et donc là, aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve aussi chez. Ben, c'est Viadi, ton entreprise, c'est ça, hein? C'est ça, Viadi, ou Viadi parce que c'est un acronyme, mais on peut dire Viadi. Donc on va dire Viadi Hem, alors. Viadi. Donc chez Donc en Viadi, en fait, ce fait, vous qui fonctionnez comme ça aussi. c'est ça, en fait, j'étais freelance, j'ai eu de plus en plus d'activités, enfin de missions qui sont arrivées. J'avais déjà une base qui, entre guillemets, était «scalable». Il fallait juste, ajouter des personnes dans le projet, dans la production. Donc du coup, j'avais de plus en plus d'activités. Il y a eu 2 choix qui se sont portés à moi. Soit je restais freelance et je prenais les missions qui rémunéraient le mieux ou qui m'intéressaient le plus, soit je décidais de passer un cap et de déléguer la production à des équipes, pour pouvoir prendre de plus en plus de projets et rentrer dans une démarche, de modèle plutôt d'agence. Donc c'est ce qui s'est passé, cet été en juillet. J'ai pris la décision de créer la société, donc de passer du statut de micro-entreprise au statut SASU et j'ai, tout de suite, recruté un alternant, qui s'appelle Maxence, qui était un ami à moi, donc c'est tombé comme il faut puisqu'il avait sa dernière année d'études à faire. Alors c'est un alternant qui est en business développement, et je vais expliquer pourquoi j'ai pas pris un alternant en technique. Mais en tout cas en interne, que ce soit donc avec les alternants ou avec les freelances qui travaillent avec nous, ce qu'on fait c'est qu'en début de semaine, on va, voir ensemble quelles sont les tâches. On a une sorte de ce qu'on appelle un backlog, en fait, on a toutes les listes des tâches de ce qu'on va faire. Donc il y en a où ça va être lié plutôt à des projets ou pour par exemple, dans le cas de mon alternant Maxence, ça va être plutôt lié à du travail commercial de fond. On va lister toutes les tâches. Déjà les tâches, on va les lister ensemble, puisqu'il y a des choses auxquelles moi je ne vais pas forcément penser, et lui étant dans l'opérationnel, il va me dire: «Non mais, j'ai vu qu'en faisant ça et en fait il faudrait qu'on fasse ça en plus», donc on va les ajouter, on va les quantifier en termes de durée. Alors on le fait en heures, on se donne des fourchettes assez larges et après on va décider lesquelles on fait cette semaine et on va toutes les mettre en journée. On va les définir, voilà, cette semaine, lundi, je vais m'occuper de ça, mardi, je m'occupe de ça et comme ça, moi, j'ai un visu sur comment ça avance sans devoir entre guillemets, «devoir leur envoyer des messages». Je trouve ça d'ailleurs très anxiogène, de devoir tout le temps relancer quelqu'un et pour l'avoir vécu moi en tant que freelance, quelqu'un qui te relance tous les jours: «Comment tu avances? Comment tu as fait hier?» Je trouve ça plus anxiogène que de devoir mettre à jour un tableau en ligne de mes avancées. Même si j'ai eu du retard, je peux mettre un commentaire pour expliquer pourquoi j'ai eu du retard et quand est-ce que je vais m'en occuper. Donc c'est très important chez nous de faire attention à ça, de faire en sorte que, comme on disait tout à l'heure pour les parties prenantes d'un projet, pour les clients, de faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise dans son travail
et puisse vraiment se concentrer sur son travail. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, ce que, bah, en fait, ce que propose comme service ton agence actuellement? Donc en fait, Viadei, est une agence de développement et de gestion de projets web. On a un modèle un petit peu particulier, enfin, pas vraiment, mais notre modèle qu'on a décidé de mettre en place, c'est de faire en sorte d'avoir une expertise sur la gestion de projet et non pas des outils techniques en particulier. Il y a pas mal d'agences qui sont spécialisées sur une technologie en particulier, sur un CRM en particulier, sur, un module technique en particulier. Nous, on a pris le choix de se spécialiser dans la gestion de projet et d'aller chercher les ressources techniques dont on a besoin, de manière ponctuelle par projet, via, des freelances notamment, via un réseau de freelances qu'on a mis en place. Et donc en fait, dès qu'on a un projet qui vient, on va être en mesure de rapidement et surtout de bien le faire, de pouvoir quantifier, le budget, le planifier, définir, le temps que ça va nous prendre, et ensuite on crée une équipe technique avec des freelances pour le projet, qui du coup auront chacun une expertise, très poussée dans, les besoins techniques du projet. Donc Et donc c'est si je comprends bien, en fait, toi, tu es le chef de projet, c'est tu as ça. un client et en fait, en fonction du besoin du client, toi, tu vas aller, rechercher d'autres profils plus techniques qui permettront, en fait, de faire le projet dans sa globalité? C'est ça, parce qu'on estime que ce qui va faire la réussite du projet, c'est la gestion de projet. Le fait d'avoir bien budgétisé, de rentrer dans le planning, de rentrer dans l'enveloppe budgétaire, et nous, en fait, on veut monter en expertise, faire en sorte que Viadei monte en expertise et se concentre sur ce sujet-là en interne. Pour vraiment se concentrer sur le fait de savoir bien délivrer et gérer un projet. On estime que les expertises en fait, on estime que ça déjà est une expertise technique tellement complexe et qui demande tellement d'expérience qu'on veut se focus uniquement là-dessus en interne. Et ensuite, on profite de l'expertise en fait, on profite du fait que, heu, le monde du freelancing se développe énormément. Il y a on peut vraiment trouver des profils très bien sur tous les types de projets, tous les types de technologies et des personnes qui font que ça au quotidien. Et ces personnes, je prends un exemple, quelqu'un par exemple qui est expert WordPress et qui fait du WordPress tous les jours, bah, contrairement à quelqu'un qu'on aurait en interne qui ferait et du WordPress et du Shopify pour répondre un peu à tous les projets, on estime que prendre quelqu'un qui fait que ça tous les jours pour des clients et en plus qui le fait en tant que freelance, donc il est à l'aise avec son expertise, il le fait depuis longtemps et il va assurer une certaine délivrabilité, du projet. On estime que c'est dans ce modèle-là qu'on va être les plus performants. D'accord. En fait, ça fonctionne vraiment comme dans le milieu du bâtiment et quand il y a et en fait, il y a une maîtrise d'ouvrage qui lance un projet, il y a toujours une maîtrise d'œuvre il y a toujours une maîtrise d'œuvre qui est sélectionnée. Et cette maîtrise d'œuvre, elle doit sélectionner les artisans derrière. C'est ça. Voilà, les gens qui doivent monter toute la partie bah, du bâtiment, refaire des rénovations, en fait, ce genre de choses-là. Et après, c'est la MOE qui pilote ces personnes-là pour que ben, les opérations, les tâches soient effectuées et que ça rentre en conformité avec les besoins du client. Là, vous êtes vraiment dans la même démarche, en fait. C'est ça. C'est un parallèle d'ailleurs que je donne, régulièrement quand j'essaie d'expliquer à des personnes qui sont pas dans le domaine de l'informatique comment on travaille. Je donne l'exemple, du bâtiment. Exactement le même exemple que tu viens de donner et pour l'instant, on ça nous a permis déjà de livrer 100 de nos clients, avec cette méthode et surtout de tous nos clients, on est rentré dans les budgets, dans les enveloppes, enfin dans les plannings qu'on avait définis, à l'avance. De toute façon, on prévoit toujours une certaine marge de sûreté, au cas où. Ça fait partie aussi de la gestion de projet de penser à tout ça. Hem Et pour l'instant, ça marche très bien comme ça. En fait, ce qui est le plus compliqué, ça va être de se trouver ce réseau de freelance, qui déjà match avec, notre culture d'entreprise, avec notre manière de travailler, sachant qu'on travaille avec, des personnes en full remote, c'est-à-dire, tout le monde travaille en télétravail. Donc, on a un développeur qui travaille avec nous à Nice, on a une experte Shopify qui est à Bali, on a des personnes qui sont à Paris. Donc ça nous permet en fait vraiment de sélectionner les profils, non pas avec une contrainte, géographique, mais, vraiment pour leurs compétences techniques et ce qu'ils apportent, dans les projets, au quotidien. D'accord. Comment ça se passe au niveau de la budgétisation? Parce que vous avez un client qui est je pense, je dis vous, hein, c'est ton entreprise évidemment, tous ensemble, Mmh. mais vous avez un client qui se présente et lui, il a un besoin spécifique. Bon, vous allez dimensionner sûrement une solution ensemble pour savoir ce qui va être mis en place.
Mais derrière, l'ensemble de la budgétisation doit comprendre aussi les freelances et à ce moment-là, comment vous essayez de quels outils, quelles pratiques ou quelle façon de faire vous faites pour cadrer l'ensemble de la budgétisation et notamment la partie freelance parce que tous les freelances ont un TJM qui est différent. C'est ça. Alors pour cette partie-là, on va dire, on a 2 manières de travailler. Soit avec mon bagage technique ou, celui des personnes avec qui je travaille, on a l'expertise technique totale du projet. C'est-à-dire qu'on maîtrise toutes les technologies qu'on va mettre en place. On a déjà eu des projets. On travaille d'ailleurs avec un freelance qui est lui lead développeur et qui a pas mal d'expertise et justement, il m'accompagne dans, la budgétisation. Quand je ne sais pas certaines choses, il intervient et il me dit: «Bon voilà, ça en général ça prend tant de temps, ça en général ça coûte tant». Si on est capable à entre guillemets «à nous 2» de faire la totalité de la budgétisation parce que comme je te disais, on connaît toutes les technologies et on a déjà travaillé sur des projets similaires. Ça nous permet de très rapidement délivrer quelque chose parce qu'on a déjà un acquis et on a déjà des entre guillemets «des données en interne» de se dire: «Bon ça nous a pris tant de temps, ça nous a coûté tant». Et ensuite on applique, en fonction des ressources qu'on va appliquer, par exemple si on a besoin d'un développeur, front-end, d'un développeur back-end avec plus d'expérience, quelqu'un qui gère plutôt les bases de données. On a des grilles, de TJM associées, où on sait que nos partenaires rentrent dans cette grille ou bien on cherchera des freelances qui, rentrent dans cette grille. À noter que comme on a une culture, du freelancing, on sait combien coûte un freelance pour telle ou telle, expertise en moyenne. Ouais, je vois. Donc, au fur et à mesure, en fait, vous constituez votre, à la fois une certaine base de connaissances des projets déjà effectués. Donc, ça, c'est de suite, hein, toutes les entreprises le font, hein. Mmh. C'est ce qu'on appelle une méthode analogique. On part sur des projets qu'on a déjà effectués et on compare avec le projet qu'on est en train de faire pour voir à peu près combien ça peut nous coûter. Ça nous permet de cadrer les estimations. Mais en plus, derrière, vous avez déjà un portefeuille de partenaires de freelance qui sait, bon, ben voilà, on sait qu'on a besoin de telle expertise, le budget c'est tant, lui il peut faire ça, il coûte tant, il peut matcher ou pas. C'est ça. C'est ça et ensuite si on a vraiment une expertise ou une technologie dont on n'a jamais travaillé, on n'a aucune connaissance. Là, on va prévenir le client que l'étude technique va prendre un petit peu plus de temps et on va solliciter des partenaires pour faire des devis et l'intégrer dans le devis global. D'accord. Mais en fait, nous, parce que nous, ce qu'on estime être, important et là, c'est plutôt pour signer des contrats, il faut, très rapidement, en fait, délivrer une première étude au client pour profiter de la dynamique du fait qu'il soit venu nous voir pour nous demander un devis ou une étude. Pour en profiter pour tenter de le signer. Donc c'est pour ça qu'on a essayé au maximum de compresser, les délais, dans cette phase d'étude, si c'était possible. Par contre, dans le cas où on ne peut pas le faire, on ne va pas inventer, des estimations ou des budgets. Donc on explique au client et on prend le temps de faire ça correctement. D'accord. C'est quel type de client que vous avez? Alors, on a 2 types de clients. On a, des agences, qui sont plus grandes que nous, qui nous font intervenir sur notamment de la gestion de projet ou qui nous sous-traitent des projets. Donc, dans ce cas-là, c'est des agences qui font déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont une grosse croissance d'activité et qui souhaitent, du coup, déléguer à des partenaires, des plus petites agences. Ou bien nous avons des TPE-PME un peu plus locales cette fois-ci, même si on tente on tend à s'ouvrir à d'autres régions ou sur Paris, mais c'est plus pour au niveau de la Marne et de Reims, qui ont du coup des projets, plus petits que ce qu'on peut faire pour en sous-traitance pour les agences, mais du coup des projets, qui sont v directement liés, à leur activité. On peut avoir, typiquement un des gros projets qu'on a eu cette année, c'est un restaurant de brunch, qui marche super bien à Reims et qui n'a pas trouvé de solution en ligne pour gérer ses réservations qui convenaient vraiment à ses process. Donc on a développé toute une plateforme de gestion de réservation, avec un plan de salle, dynamique où les salariés avec des tablettes peuvent dire on n'a pas réinventé la roue, mais on l'a surtout adapté à leur process, et à leur manière de travailler au quotidien. Donc c'est typiquement ce genre de projet de TPE-PME qui veulent fluidifier des process, se lancer dans quelque chose d'un peu plus, personnalisé, qui ne se retrouve pas sur les outils en ligne, ou les SaaS, les solutions, qui sont sur le marché. C'est en local, en tout cas, c'est plutôt ce genre de client qu'on a. D'accord. Ouais, je vois, ouais, ça reste quand même de l'accompagnement sur la mise en place de leurs produits. Mais la question que j'avais aussi à te poser, jusqu'où va votre accompagnement? Est-ce que, par exemple, vous pouvez très bien intervenir dans les premières phases
voilà, votre client, il vient vous voir, il dit: «Oui, j'ai peut-être détecté une possibilité, une ouverture de marché, mais il faudrait mener une analyse beaucoup plus poussée du besoin, faire une veille concurrentielle, une analyse du marché, créer un cahier des charges». Est-ce que tout ça, vous êtes en mesure de le faire aussi dans ton entreprise? Ou vous vous arrêtez que, bon, voilà, le client, il vient nous voir, il a besoin d'un produit technique, son besoin, il est clair et nous, on va lui trouver la solution? Non, non, on a différentes offres, donc la deuxième chose dont tu parles, c'est ce que je viens de dire et sinon oui, effectivement, on a des clients, et de plus en plus d'ailleurs, vu qu'on met l'accent sur la gestion de projet, de plus en plus de clients viennent nous voir justement pour faire des études techniques et pouvoir leur dire, ils viennent avec une idée, ils ont pas aucun ou très peu de bagages, techniques de savoir comment ça se fait, combien ça coûte et nous dire: «Bah, écoutez, proposez-moi des choses, proposez-moi des solutions techniques avec différents, budgets, différentes technologies, aidez-moi à prendre une décision pour savoir si, je peux lancer mon projet» et on essaye d'intégrer au maximum une notion de rentabilité pour le client, de calculer avec eux comment ils peuvent être rentables avec ce produit, sous combien de temps, si c'est par exemple un produit qu'eux, ils mettent en vente en ligne, derrière ou un accès. On réfléchit à tout ça avec eux et donc oui, on a des offres, d'études techniques. C'est comme ça qu'on le dit, mais il y a plein de termes. On fait des études techniques, heu, pour, heu, pour proposer toutes ces choses, cahier des charges, études de planning, études de technologie, études de faisabilité, toutes ces choses-là, qu'on intègre dans notre étude. D'accord. Je présume aussi que vous détaillez l'organisation, pour la livraison du produit? C'est-à-dire, bon, si on peut le livrer, très rapidement, morceau par morceau, ouais, de manière agile, on va le faire. Par contre, vous avez peut-être d'autres clients, eux, ils ont besoin d'un produit fini avant de pouvoir l'utiliser. Ça aussi, vous l'organisez? C'est ça. Alors ce qu'on aime bien faire, en tout cas, on le fait avec nos clients locaux en tout cas, les clients qui veulent pas forcément investir énormément d'argent sur une solution totalement finie. En général, on fait des études un petit peu en tiroir. On va développer par bloc, de fonctionnalités ou d'usage. On va découper et on va leur dire: «Bah, écoutez, on peut partir sur ce premier bloc». Par exemple, ça peut vous permettre de tester votre idée «à moindre coût» entre guillemets, voir si vous avez une rentabilité et si aussi ça marche bien, on part sur l'étape 2 et ainsi de suite, étape 3 et on peut définir une roadmap sur 6 mois, 1 an, avec des checkpoints, de se dire: on se dit tout de suite, dès qu'on sortira la première version, quels sont les critères pour dire ça a marché ou ça a pas marché? Et si ça n'a pas marché, est-ce qu'on tente de corriger le tir ou c'est un no go, on arrête là et on ne voilà, la personne aura testé son produit, mais elle n'aura pas dépensé tout de suite, par exemple 40 000 50 000 € dans une solution totalement finie. Elle aura pu tester peut-être pour, quelques milliers d'euros, juste tester une fonctionnalité clé qui est, en plus en général dans les solutions comme ça, il y a 70-80 de la solution, enfin de l'intérêt de la solution qui est dans une seule fonctionnalité et puis après on brode autour. Donc voilà, donc on accompagne nos clients dans cette méthodologie-là et le fait d'être agile aussi dans, les blocs de fonctionnalités qu'on livre et dans, les différentes étapes du projet. Oui, je vois à peu près. En fait, c'est vraiment par itération. Avec le client, vous définissez une version 1, voilà l'objectif qu'on souhaite atteindre. On fait la version 1 lors de notre itération, on livre, on constate. Si ça fonctionne, eh bien on améliore. Et si ça fonctionne pas, on s'arrête là et ça vous évite de perdre de l'argent. C'est ça, enfin, c'est surtout aussi pour le client qui lui, il perde pas de l'argent et qu'il investisse pas un petit peu, sans avoir de feedback, de savoir si ça va marcher ou pas. Et en plus, en général, avec cette manière de travailler, on se rend compte après la première version sortie, que la deuxième version qu'on va faire ne sera pas du tout celle que le client avait prévue. Parce qu'il a eu des retours différents, il s'est rendu compte que, c'est plutôt telle fonctionnalité par rapport à une telle autre qui intéresse les clients et qui leur apporteront de la valeur ajoutée. Et au final, on arrive sur des produits qui sont vraiment, ce qu'il faut pour le client, mais pas forcément ce que lui, il voyait au début. Parce que, bah, il est dans son monde et il a pas encore de statistiques, de données, pour vraiment, savoir qu'est-ce qu'il doit mettre en place par exemple, là, on parle dans le cas d'une entreprise qui veut fluidifier ses process. Il se rend pas forcément compte de qu'est-ce qui vraiment va l'aider, pour aller plus vite ou être plus performant. Oui, je vois tout à fait, ouais. Donc, comment tu vois un petit peu l'évolution de ton activité? Parce que c'est vrai que là, tu dois être dans une phase où ça se structure de plus en plus, ça se consolide, hein, même, hein, parce que je pense que l'idée, tu l'as déjà, validée en fait, et que ça marche Mmh. plutôt bien. Mais est-ce que tu as déjà une petite idée de, on va dire, de la projection que tu fais de ton activité, son évolution, peut-être différents services que tu aimerais proposer?
mais toujours, dans un aspect, gestion de projet. On Là, on va dire, on a passé les 1 mois où oui, effectivement, notre manière notre modèle, en tout cas, marche bien. On a une satisfaction client qui est très, très, très bonne et on est très content de ça. Aujourd'hui, on va déjà, dans un premier temps, faire en sorte que ce modèle puisse être de plus en plus réplicable. Donc ça va être trouver de nouveaux clients, continuer à progresser en interne sur la gestion de projet en prenant en compte les projets d'avant, qu'est-ce qui peut être amélioré, en prenant du feedback de nos clients ou nos partenaires à chaque projet, on leur demande qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc sur ces points-là, on veut et on va continuer à progresser. On va rapidement envisager de recruter en interne, des assistants chefs de projet, par exemple, pour pouvoir plus rapidement, gérer les tests, délivrer, les retours, rédiger les spécifications. Parce que du coup, au final, vu qu'on veut que la gestion de projet soit au top, on a quand même beaucoup de livrables et beaucoup de production à faire. On ne se rend pas forcément compte d'un point de vue extérieur, mais on a beaucoup de choses à livrer et si on veut être, de plus en plus efficient et rapide dans nos retours, bah, il va falloir qu'on recrute des personnes sur le sujet Et ça et s'estime. ensuite, bah comment? Et ça s'estime. Bien sûr, ça s'estime. Donc du coup, on est en train de réfléchir à tout ça et surtout, bah, on continue à travailler sur notre réseau de freelance, bah, mais qui se fait un petit peu tout seul. Nous, on est plutôt d'avis alors tout en posant une notion de gestion de risque, mais sur les projets, on est plutôt d'avis à tester rapidement des personnes, voir si ça matche bien, si la personne travaille bien. Si ça ne le fait pas et d'ailleurs, c'est pas tout le temps de la faute, du prestataire, hein. Ça peut être aussi de nous qui sommes pas, en accord avec sa manière de travailler, et qui ça matche pas. On préfère arrêter quand c'est comme ça et travailler avec quelqu'un d'autre. Mais du coup, voilà, plus les projets avancent, plus on a des personnes, qualifiées avec qui on ajoute dans notre réseau de freelance. Et voilà, bah, après continuer à se développer. Éventuellement, nous, ce que je trouve important, c'est quelque chose que je voulais dire aussi en gestion de projet, c'est d'avoir, une ouverture sur un petit peu tout ce qui environne notre activité. Nous, c'est vrai qu'on est très axé sur le développement web, le développement de solutions ou de sites internet, heu, mais je me renseigne énormément sur ce qui se passe en référencement, en annonces payantes, par exemple, en UX design, en gestion, en optimisation des conversions sur les sites et petit à petit, je pense si on garde cette philosophie de gestion de projet et de rester, d'un point de vue enfin, voilà, d'avoir une culture, ouverte sur, tout ce qui environne, le développement web, on va pouvoir proposer des services de plus en plus complets puisque du coup l'expertise, comme j'expliquais, on va la chercher chez des personnes qui font ça au quotidien et on va appliquer notre gestion de projet, sur d'autres types de projets. Donc, très bien, demain, on pourrait gérer, faire des projets de référencement, d'optimisation du référencement pour des gros sites, optimisation de la conversion pour des gros sites. Voilà, on peut être ouvert à ce genre de service, par la suite. Généralement, les projets de tes clients, ça dure à peu près combien de temps? C'est plusieurs mois, voire c'est plus long? Euh, Ça va ça vraiment dure à peu dépendre, près combien de temps? on va dire que ça prend entre, 1 et 6 mois, Mhm. les projets qu'on a. On va avoir comme on travaille comme on expliquait par itération, au final, est-ce qu'on parle du temps de projet par itération? Parce que des fois, on va faire une première version, puis la deuxième version, on va l'attaquer, 2 mois plus tard. Donc c'est vrai que sur le projet en global, ça aura peut-être pris 6 mois, 6-8 mois, mais au final, on aura découpé ça en périodes de, 1 ou 2 mois, différentes. Après, quand on travaille avec des partenaires, comme je t'ai expliqué, avec d'autres agences, elles nous placent des fois sur des projets, d'une traite de 6-8 mois. Parce que là, on travaille avec des très gros clients, on est sur des refontes de plateformes ou de logiciels et donc là, oui, ça nécessite d'être pendant 6-8 mois, sur le projet. D'accord, ouais, je vois tout à fait. Ouais. Très bien, on arrive gentiment à la fin de l'interview. Est-ce que tu as, peut-être au travers bon, de ton expérience, hein, des ressources, des formations, des livres, peu importe, tout ce qui t'a pu t'aider, que tu aimerais nous recommander, même un outil spécifique qui t'aide vraiment hein, dans ton activité, Mmh. que tu as pu toi-même hein, évidemment utiliser et que tu aimerais en fait conseiller aux personnes qui nous écoutent? Alors en termes d'outils, il y a un outil, qui m'a pas mal aidé quand j'étais freelance notamment, c'est Notion. Alors, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais cet outil au début m'a permis de centraliser
tout ce qui environnait ma gestion d'entreprise, en un seul outil. C'est-à-dire que j'avais, mon CRM pour gérer mes clients, j'avais ma to-do list, j'avais, mes ressources documentaires, mes prises de notes, de réunions, de tout ça sur le même outil. Il va pas être le meilleur pour chaque chose, loin de là. Par contre, il donne la possibilité à n'importe qui, d'ailleurs rien qu'avec la version gratuite, c'est totalement faisable, de pouvoir s'organiser et lancer une première étape de gestion de projet, de se dire: «Je m'organise de cette manière, je coordonne mes différentes pages sur Notion», de faire en sorte que, tout aille bien ensemble. Et moi, ce que je conseille, c'est voilà, de télécharger, alors il y en a peut-être d'autres qui font la même chose, mais de télécharger un outil comme ça, de pas chercher à être, ultra optimisé sur tous ces outils, tous ces process dès le début. Lancer déjà une première démarche de s'organiser, de prendre des notes, d'organiser, mettre par écrit, ce que vous faites et petit à petit, vous allez vous rendre compte si vous avez besoin d'aller plus loin, vous allez prendre les outils qu'il faut et vous vous rendrez compte au moins, quelles sont, les limites et comment est-ce que, vous pouvez vous organiser. D'accord. Ça a vraiment été un outil pour toi qui a aidé à Ça structurer en fait ton organisation. Ça a pas mal, quand j'ai commencé à le mettre en place, ça a pas mal changé, d'un point de vue, en tout cas personnel, ça a pas mal changé, les choses. Je suis passé de, je fais un peu tout et rien en même temps, je prends les choses comme elles viennent à, OK, là j'ai tout qui est posé quelque part, et je peux d'ailleurs intégrer des personnes dans mes process de gestion, sur des projets. On peut faire des boards par projet, on peut faire des ressources documentaires par projet, ou par client, et donc voilà, ça m'a pas mal aidé, au début. Ensuite, si je dois donner des ressources un peu plus globales, heu, essayer de faire en sorte d'avoir une veille sur un peu tous les sujets, qui environnent notre secteur. Moi, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place, et aujourd'hui, je suis très content parce que j'arrive, même sur des sujets qui sont hors développement web, à être un peu au fait de ce qui se passe. Comment j'ai mis ça en place? J'ai fait en sorte dans les réseaux, notamment les réseaux sociaux que j'utilise au quotidien, d'intégrer des créateurs de contenu, heu, dans mon feed pour faire en sorte d'avoir des infos qui viennent à moi et qui je n'ai pas à aller les chercher. Donc aujourd'hui, j'ai fait en sorte que sur les sujets de développement web, bon logiquement, mais que de UX design, de référencement naturel, référencement payant et optimisation de conversion sur les sites. C'est un peu les 5 sujets où, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, j'ai fait en sorte d'avoir des créateurs que je suis et qui du coup naturellement m'envoient de l'information, sur les sujets, pour toujours rester au fait de ce qui se passe, et du coup, ça permet de mieux comprendre les projets de manière globale. Parce que, bah, par exemple, si on intervient sur, le développement d'un projet web, bah, il y a peut-être une équipe référencement qui travaille à côté, il y a peut-être une notion d'optimisation de conversion en parallèle, de gestion des leads sur un CRM, et c'est important, en gestion de projet, de pouvoir au moins échanger avec ces experts-là et comprendre qu'est-ce qu'ils font au quotidien. Oui, parce qu'ils ont leur propre activité. Des fois, ton activité dépend de la leur ou inversement. C'est Si tu ça, te synchronises pas, toi tu pourras pas avancer, eux ils pourront pas avancer non plus. c'est ça. Alors après, si tu me le permets, j'ai quelques Bien créateurs sûr. que j'avais notés, pour un peu tous ces sujets-là. Pour l'UX design sur YouTube ou LinkedIn, je propose de suivre Bastille UI, qui est un freelance, mais qui s'est beaucoup orienté sur, la création de contenu lié, à l'UX et l'UI design, et surtout au développement d'interface en général, sur comment on peut, adapter tel usage, comment on peut optimiser, l'expérience utilisateur. Il y a également une newsletter qui s'appelle Hey Designer, et qui, tous les jours ou toutes les semaines en fonction du paramètre qu'on a choisi, nous envoie 5 articles de news sur, le design et l'UX design, en général. Ça peut être, une grande entreprise qui a fait un rebranding, une nouvelle application, une nouvelle interface d'application qui est sortie. Donc on a un petit peu tous ces sujets-là. On a aussi des sujets on va dire des études, par exemple neurologiques sur certaines interfaces, sur, la manière dont les internautes en général, interagissent avec tel ou tel composant. Donc ça, c'est super intéressant et ça permet du coup d'avoir une veille sur l'UX, UI design. En termes de marketing digital un peu global, je suis, Théo Lion, qui est le fondateur de la société Kudak, alors qui est très connu, hein, mais voilà, ça permet d'avoir un suivi de ce qui se fait un petit peu dans le marketing digital, et de voir comment évoluent les annonces en ligne, et tous ces sujets-là.
et pour l'IA, j'ai mis aussi une référence pour, l'intelligence artificielle puisqu'en ce moment c'est pas mal, c'est un sujet qui évolue constamment. Il y a le podcast d'une connaissance rémoise qui s'appelle Almost Humans, qui est disponible sur toutes les plateformes et qui du coup, invite soit des chercheurs, soit des ingénieurs, soit des dirigeants d'entreprises qui ont fait des projets, centrés autour de l'IA, et donc c'est super intéressant parce on apprend plein de choses sur ces sujets. D'accord, très bien. Avant de terminer, est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil ou une recommandation à donner aux personnes qui nous écoutent? Bah, si je dois donner un dernier conseil, je dirais qu'il faut, et c'est d'ailleurs une des on en a parlé tout le long de notre échange, mais c'est une des mes principales compétences en gestion de projet, c'est de savoir écouter et rester ouvert à ce qui se fait, ne se mettre aucune barrière, mentale. Et rien n'est acquis et en fait, quel que soit le contexte, tout peut changer. Donc savoir se nourrir de ce qui se fait et savoir le traiter pour derrière, faire en sorte que nos projets avancent, dans le bon sens. Donc le meilleur conseil que je peux donner, c'est voilà, rester à l'écoute et savoir être flexible dans ses projets. Parce que qui dit gestion de projet veut pas dire se mettre des barrières. C'est un peu l'image on va avoir, et c'est d'ailleurs certains chefs de projet travaillent comme ça, hein. Mais en tout cas, c'est pas ma vision des choses. Pour moi, la gestion de projet doit rester assez fluide et flexible, pour que ça puisse avancer dans le bon sens et voilà, pouvoir avancer. Je suis totalement d'accord avec toi. On n'a pas inventé l'adaptation il y a 10 ou 20 ans, ça se faisait déjà il y a très longtemps. Ça Bien fait sûr, partie de la gestion de projet. Oui, il y a on va dire une planification qui va être faite, mais ça n'interdit pas hein, de devoir s'adapter constamment hein, par rapport à des imprévus ou des choses qu'on n'avait pas prévues, justement, ou des risques qui se déclenchent et qu'on n'avait pas anticipé. Donc oui, il faut se préparer, mais il faut toujours en fait laisser une part à l'adaptation constante dans notre activité. c'est ça. Et puis d'ailleurs, je trouve ça aussi intéressant de prendre du temps pour planifier, et budgétiser une partie que d'apprendre à, comment dire? À traiter cette fluidité, enfin à mettre en place cette fluidité aussi. Faire en sorte que dans nos échanges, qu'on en fait mettre en place des choses pour que ce soit fluide et flexible pour tout le monde. C'est un peu, ça peut sembler un peu dissonant, mais réfléchir à faire en sorte que ce soit flexible. Oui, mais c'est Heu, trouver le bon équilibre entre oui, je planifie, je prépare, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le projet, mais derrière, je sais qu'il y a des choses qui vont se passer que je ne pourrai pas anticiper, que je ne pourrai jamais anticiper, et donc me laisser une marge de manœuvre pour pouvoir m'adapter si jamais il y a besoin. c'est ça. Bon, ben, très bien. Ben, Nathan, je te remercie beaucoup pour ta participation. Bah, merci à toi, Johan. Et j'invite tout le monde à aller visiter ton site, même les freelances hein, qui seraient intéressés peut-être pour collaborer avec toi. Bien sûr. Je mettrai le lien évidemment dans les descriptions, mais en tout cas, c'était très intéressant comme discussion. Je te remercie beaucoup. Bah, merci pour l'invitation, Johan, c'était très intéressant pour moi aussi, de faire cet exercice d'expliquer, ce que je fais. Mais c'était le but et vraiment, on te remercie beaucoup en plus, c'était très riche par rapport à ton expérience qui est quand même, faut le dire, tu restes quand même assez très jeune. Moi aussi, je reste assez jeune aussi. Et pourtant, on a toujours la capacité de mettre en place des choses quand c'est fait évidemment de manière intelligente. C'est ça, bien sûr. Je te remercie et on te souhaite bonne continuation. Merci.